Bon. Coaching. Voilà, on va parler de coaching. C'est intéressant. Pourquoi le coaching? Si le coaching existe aujourd'hui, c'est le fait que la nature elle-même nous enseigne. Comment elle nous enseigne? Quand nous naissons, nous sommes des bébés, nous avons nos mamans qui nous aident, qui nous guident, qui nous apportent une expression. Cette première expression, c'est pour communiquer. Nous sommes des créatures. Nous avons été créés, nous ne sommes pas nés comme ça. Donc forcément, nous sommes un esprit qui doit s'exprimer. Cet esprit-là s'exprime de manière plus ou moins mature. Et donc, l'expression qui nous est donnée par l'esprit souverain. Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions nous exprimer. Donc l'esprit nous donne une expression sur la terre. Et de cette expression, nous allons commencer à évoluer, à avancer, à vivre ce que nous voulons vivre, à obtenir ce dont nous avons besoin, n'est-ce pas? À aller chercher les objectifs que nous voulons atteindre, tout ça. C'est une manière en fait de fonctionner sur la terre. Maintenant, quand on parle de coaching, pour arriver à fonctionner sur la terre, on a appris comment? Comment avons-nous appris à nous exprimer? Parce qu'il y avait un modèle. Parce que nous avons entendu, nous avons vu, nous avons pratiqué et nous apprenons à faire comme tel. Notre maman, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, etc. Et donc tout ça, c'est ce que la nature nous a donné. La nature même elle-même nous enseigne en disant, même les animaux, le vent, l'eau, la manière de s'exprimer ou de bouger, de se mouvoir de l'eau, mais nous enseigne déjà des choses. Donc, l'eau, la nature, la création, c'est déjà des enseignants, c'est déjà des coachs, parce qu'ils ont une expérience. Donc, toute créature qui a un peu évolué, qui a sa manière de fonctionner, nous enseigne. Nous sommes quelque part maintenant entourés de connaissances, nous sommes entourés des personnes qui ont vécu leurs expériences. Le coaching vient en fait nous remettre simplement au centre, au cœur de la nature, de la normalité. Nous ne pouvons pas nous passer du coaching parce qu'il nous faut apprendre de quelqu'un de quelque part, si ce n'est pas de l'être suprême. Donc le coaching lui-même fait nous apporter un sens à notre vie. C'est-à-dire comprendre ce que nous vivons, il nous faut un coaching qui va nous apprendre comment fonctionner et que vaut la vie. Si ce n'est un coach, peu importe, c'est un coach spirituel, un coach mental, mais ou même le coach qui est la nature elle-même. C'est pourquoi le coaching existe. Nous sommes accompagnés, toujours accompagnés. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on parle de coaching. Aujourd'hui, notre coaching parle de quoi? On parle du fait que quand je suis expert de quelque chose et que je vois l'autre qui tente d'atteindre ses objectifs, d'aller quelque part, et que je sens ou je pense, ou même elle apparaît un appel, que je peux contribuer à son avancement, à son évolution, à son développement. Qu'est-ce que je fais? Je l'accompagne. Celui qui accompagne l'autre s'appelle coach. La même chose le coach, quand on dit qui est sur le cheval avec le treulet derrière, comme on dit, qui est en train d'orienter le cheval pour dire voilà, prends cette direction, c'est le coach qui donne la direction. Okay? Il est sur le cheval et puis il te transporte derrière, toi qui es assise par exemple, et il te transporte sur son cheval en donnant la direction. C'est cette direction-là que nous devrions prendre pour aller tel à tel endroit. On les appelle coach. Donc, c'est naturel. Parce que c'est naturel, c'est pour ça que le coaching existe. Le coaching comme une action de conduire, c'est en fait en mouvement. On est en mouvement. Quand on dit le mouvement, nous ne pouvons pas vivre sans mouvement. Tout est mouvement. Nos neurones conditionnent le mouvement. Si ce n'est de les accompagner ou si ce n'est les conditionnent, les poussent. Les neurones sont en fait la base du mouvement. Donc notre corps est basé sur le mouvement, l'activité. C'est pour ça qu'on parle souvent de surfer sur la vague du changement parce que le changement est permanent. Aussi dans notre corps, dans la nature. Donc le coaching, c'est l'action d'accompagner. Le coaching, c'est le fait de prendre un modèle qui suit comme je suis un modèle, ou bien un exemple dans la nature, ou une manière de fonctionner,
et on l'applique sur une situation, on l'applique sur une personne, on met le même modèle sur des circonstances spécifiques, on adapte en fait un mouvement, une action, une manière de faire pour copier ou bien pour modéliser. Donc j'accompagne quelqu'un avec un modèle. C'est le coaching, c'est-à-dire je l'emmène à atteindre ses objectifs. La différence dont il faut faire, en fait, quand il faut comparer ce genre d'activité, il y a le coaching qui est l'accompagnement pour aider l'autre à trouver son chemin. Moi, en tant que coach, je ne suis pas le chemin, je suis le guide qui l'aide à trouver son chemin. Quand je suis un conseiller, je vais utiliser mon expérience pour dire si tu veux réussir tel ou tel objectif, fais ça. Parce que moi, j'ai fait ça, c'est le chemin, c'est le mieux pour toi. Ça, je te conseille. Donc, tu n'es pas forcément indépendant pour dire voilà, je vais choisir. Moi, je te conseille, prends cette direction. Décide de ceci. Investis là. Prends telle entreprise. Prends tel modèle. Ne fais surtout pas ça. Quand je ne fais surtout pas ça, donc je te conseille de ne pas le faire. Le coach, c'est celui qui accompagne pour dire qu'est-ce que tu ferais si tu étais moi? Qu'est-ce que tu ferais dans ces conditions? Je te montre les possibilités. Choisis. Pourquoi? Parce que le coach ou coaching dans cette action, c'est aller vers où mon personnel, ou bien la personne qui demande le coaching veut aller. C'est-à-dire, je veux réussir. Je veux être le meilleur modèle. Je veux être la meilleure version de moi-même. Je veux être un meilleur entrepreneur, je veux être un meilleur papa, je veux être un meilleur mari. Aidez-moi, accompagnez-moi à l'être. J'ai décidé où je veux aller. Et vous, avec vos éléments, votre expérience en tant que coach, vous allez m'aider, m'accompagner vers la cible, l'objectif que j'ai choisi. Le coaching, c'est en fait ça. À la limite, on pourrait dire même que quand on dit celui qui entraîne l'autre entre un peu dans le coaching, celui qui instruit l'autre entre un peu dans le coaching, mais en réalité, l'instruction, c'est de te dire, je vais t'emmener à fonctionner comme ça. N'est-ce pas? Le conseiller, je vais te donner les éléments, les critères, les ressources pour que tu atteignes ton objectif. Le coach, je vais révéler en toi, je vais t'aider à remonter ce qui est en toi, ce que tu veux toucher en toi, pour que tu puisses le manifester. Ça, c'est le coaching. Le coaching en lui-même, comme il est constant quelque part, comme je disais, la nature nous enseigne, les gens autour de nous enseignent, il y a déjà des modèles qui n'ont pas besoin de s'exprimer, nous les suivons par observation ou par accompagnement, par formation, auto-formation, peu importe. Nous sommes en plein apprentissage, donc nous suivons le modèle. Donc, que le veuille ou non, on est souvent déjà dans le processus du coaching. Mais en fait, le moment où quand quelqu'un exprime le besoin du coaching, c'est que généralement, il prend conscience que dans son environnement, première chose, ce vers quoi il est, dans quoi il est, ce vers quoi il oriente son attention, par exemple, ne correspond peut-être pas à ce qu'il est. C'est pour ça qu'on dit toujours que quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas avoir du mal à atteindre tes objectifs. Et donc le coaching va déjà t'emmener à identifier qui tu es. Donc quand tu as un problème à identifier qui tu es, le coaching intervient automatiquement. Qui va t'aider à t'identifier, à savoir comment tu fonctionnes, quelles sont tes aspirations, qui es-tu, par rapport à qui, par rapport à quoi, qui es-tu. Quand tu le sais, dans cet environnement-là, tu pourras te positionner plus facilement. Mais souvent, je peux maintenant commencer à comprendre ce que je veux ou qui je suis. Mais à partir de ce moment-là, j'aurai aussi besoin de coaching pour m'aider à émerger et à me montrer, n'est-ce pas, tous les critères de l'environnement dans lequel je suis. Par exemple, quel est le bon lieu, le meilleur endroit pour celui que je suis? Quels sont les moments où ma personne peut s'exprimer ou non?
ou à quel moment je dois être présent ou absent, n'est-ce pas? Déjà, c'est le moment de coaching. À un moment donné, on dit oui, certes, naturellement, j'oriente mon attention, n'est-ce pas, vers ça, vers ce genre de choses, vers le bien-être, vers la performance, j'oriente mon attention vers l'argent, pour la réussite, etc., n'est-ce pas? Ça, naturellement. Ou alors, peut-être vers le bien-être des personnes, voilà, je dis, voilà, sur la santé, j'oriente mon attention là-dessus. Mais j'ai besoin plus d'orienter mon attention sur quelque chose de précis pour être sûr que je vais atteindre mon objectif en fonction de qui je suis. J'ai besoin de coaching. Parce que souvent j'ignore, parce que je fonctionne naturellement, mécaniquement, sans forcément prendre conscience, n'est-ce pas, de ce dont j'ai réellement besoin et vers quoi je dois orienter mon objectif pour me retrouver dans cet environnement afin de percevoir ce qui m'est nécessaire. C'est quoi? C'est que je dois percevoir l'information, je dois percevoir la personne, je dois percevoir un outil qui va me servir, n'est-ce pas, à aller vers où je veux aller, pour m'assurer que ma position dans cet environnement-là orientera mon énergie là où il faut. Cette énergie-là, c'est quoi? C'est que si je m'oriente vers quelque chose qui ne me scie pas, qui ne me motive pas, qui ne me fait pas bouger, qui ne me mobilise pas, ben je reste statique. Ou alors je fais des reculons. Donc forcément, je ne vais pas vers mon objectif. Malheureusement, il y a des environnements qui nous ramènent en arrière. On a besoin de coaching. Quand j'ai perçu les éléments qu'il me faut, automatiquement je me sens aspiré par ces choses qui vont me permettre de passer à l'étape suivante, qui est simplement cette étape de la prise de décision. Je déciderai maintenant qu'est-ce que je ferai avec ceci ou avec cela, qu'est-ce que je ferai avec une information sur l'entreprise, qu'est-ce que je ferai avec mes forces à moi et mes faiblesses, qu'est-ce que je vais en faire quand je sais que j'ai ces forces dans tel ou tel environnement. Et aussi la décision de dire, voilà, j'ai plein de possibilités, j'ai plein de potentiel. Mais pour cet objectif, je dois mettre de côté tout ce qui n'est pas nécessaire, sauf ça. Mais on a besoin de coaching. Et à un moment donné, des fois je n'ai pas forcément conscience, n'est-ce pas, de ce que j'ai pris comme décision, de l'impact que ces décisions ont dans ma vie au quotidien, dans mon style de vie. Je dois faire une forme de balance, de cohérence, n'est-ce pas, pour identifier, voilà, dire que cet objectif, cette décision soutient le style de vie que je veux mener. Sinon, ça va influencer ma vie et donc je ne serai pas en train de vivre ce dont pourquoi je suis fait ou ce pourquoi j'ai mis le processus en marche, parce que je serai à côté. C'est pour ça qu'on parle de ce sein. Tu vois, la main, quand on parle de la main, souvent c'est plus facile à comprendre, c'est que l'environnement dans lequel on est, ça peut être un environnement psychologique ou intellectuel simplement, ou physique, pour identifier si je suis à la bonne place ou pas. Il y a l'orientation de mon attention, naturellement je m'oriente. Maintenant, je dois m'entraîner à orienter mon attention là où il faut pour m'assurer d'atteindre mon objectif. Parce que si naturellement j'oriente mon attention vers le bien-être des personnes, or je vais gagner de l'argent, sur quoi je vais attirer mon attention? On a besoin de coaching. Quand on se dit orienter mon attention et que je dois décider, il me faut des critères de motivation, n'est-ce pas? Parce que les faits qu'on observe, tout ce qu'on observe dans la nature, peut nous pousser ou pas à faire ou à ne pas faire ce qu'il faut pour aller là où on veut. Voilà en gros les 5 éléments: l'environnement, l'orientation de son énergie, de son attention, les critères de prise de décision, la décision en elle-même, n'est-ce pas, qui nous aide à avancer, et puis le style de vie, c'est-à-dire comment je vais fonctionner dans mon espace ou l'espace choisi et dans le temps qui m'est imparti. Donc c'est pourquoi on a besoin de coaching. Ça c'est de manière globale. Mais le coaching, quand on a besoin de donner un sens à notre vie, on a besoin de coaching. Quand on veut identifier notre identité professionnelle, on a besoin de coaching. Quand on veut identifier notre capacité dans le groupe professionnel, on a besoin de coaching. Quand on veut mobiliser notre force de travail en équipe, on a besoin de coaching. Voilà à partir de quand le coaching intervient. Là, on touche un point, je dirais, sensible. Parce que comment se fait le coaching? C'est comme quand on dit comment s'exprimer dans un environnement, n'est-ce pas? Comme je disais toujours dans le concept, dans le mécanisme de systémage qui est justement
l'environnement où on accompagne nos clients, les entreprises et les organisations, on dit toujours que, avant toute chose, pour accompagner, parler à quelqu'un, pour aller dans un environnement spécifique, tu es censé savoir au moins quel est le langage qui est exprimé, n'est-ce pas? Quel est le langage qui est la norme? Ça peut être un langage verbal, un langage corporel, un langage psychologique, attitude, peu importe. Donc, il faut un minimum connaître le langage du coaching. Mais pour ça, il faut l'avoir appris. Si par exemple je suis un expert dans la fabrication de tôles, ben je peux être le coach de celui qui veut apprendre à fabriquer le tôle. Pourquoi? Parce que je connais le langage, j'ai une expérience. Quand je veux par exemple apprendre à un enfant des mathématiques, c'est parce que je suis moi-même amateur et n'est-ce pas, je suis très fort en mathématiques. J'ai résolu des problèmes mathématiques avec des méthodes apprises et par mon expérience, j'ai même trouvé d'autres spécificités de résolution de problèmes mathématiques. Je peux devenir le coach, n'est-ce pas? Donc c'est un langage. Le langage, c'est dire, quand je viens être coach, je m'y prends d'abord à parler le langage dans le domaine dans lequel je vais accompagner. Quand j'accompagne quelqu'un, je dois connaître le langage humain, le langage psychologique, le langage spirituel, le langage intellectuel. Quel langage je vais utiliser pour parler à la personne qui a besoin d'être coachée? Donc, ça s'apprend. Si on n'a pas une expérience spécifique, il faut apprendre le langage de ceux vers qui tu seras emmené à être coach. Donc, c'est tellement complexe que, comme il s'agit de l'homme, c'est l'homme qui est au centre de tout ça, n'est-ce pas? C'est l'homme qui est comme on dit, le centre d'activité, c'est l'homme qui est le facteur déterminant dans tout ça. Donc, l'homme, c'est qui? Nous savons bien que l'homme, c'est un esprit, n'est-ce pas, qui a un corps, qui vit dans ce corps-là. Ce corps-là permet de mobiliser, de bouger, n'est-ce pas, dans la nature, dans la vie, pour parler, pour se reconnaître physiquement sur la terre. Mais en même temps, quand je te communique mes sentiments, mes émotions. Donc ça, c'est une âme, c'est mon âme avec laquelle je viens parler avec toi, mais monter dans un corps qui me donne une posture d'expression physique, mais aussi une posture d'expression intellectuelle, mais aussi une posture d'expression spirituelle, n'est-ce pas? Donc si je ne sais pas quel est le langage utilisé à un moment donné, parce que je pourrais ignorer à qui j'ai affaire à un moment donné, je pourrais être en train de parler à l'intellectuel ou l'intelligente personne que vous êtes, ou je serai en train de parler aux sensations, c'est-à-dire la personne appréciable que vous êtes, donc je serai en train d'utiliser un langage corporel pour être gentil, pour être, n'est-ce pas, accepté, n'est-ce pas? Ou alors c'est bon, spirituel pour dire, voilà, écoute, normalement, le langage spirituel, c'est plus un langage qui n'est pas forcément intelligible, n'est-ce pas? Et c'est un état, quand tu proclames, quand tu parles, tu dis les choses, et les effets sont spirituels, n'est-ce pas? Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi dans le coaching. Parce que, rappelez-vous, normalement, tu peux connaître ce que tu sais, mais tu vas enseigner qui tu es. Il faut que j'apprenne le langage, pourquoi? Parce que si je commence à exprimer ce que je suis, ben, il faut que je sache qui je suis et comment je fonctionne, parce que je vais exprimer mon expérience, mais pas aider l'autre à avancer, à accompagner. Donc, c'est le langage. Je suis encore dans le langage. Donc, c'est très délicat. Il faut connaître le langage, se connaître, savoir à quel moment je suis en train de transmettre mes émotions, au lieu de transmettre une force, au lieu de transmettre une ressource à l'autre, je suis en train de transférer ma vie, quoi. C'est pour ça que cette âme-là doit comprendre et être accompagnée. C'est pour ça que avant d'être coach, on est au moins passé par une expérience au cobaye, comme on dit dans notre métier. Il faut avoir été coaché, il faut avoir été accompagné par quelqu'un qui a au moins plusieurs expériences, plusieurs années, ou quel que soit,
dans le domaine dans lequel on va être accompagné, même dans le style de vie, dans la vie quotidienne, dans les finances, etc. N'est-ce pas? Ainsi, on va apprendre et utiliser, appliquer le bon langage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'environnement dans lequel le coaching va se faire. L'environnement, la vie est systémique. La vie n'est pas linéaire. La vie est presque une forme, selon son énergie, peut être spirale. Mais tout dépend de tout. Comment on fonctionne? Quel est le canevas sur lequel on se base pour faire le coaching, pour accompagner? Donc, comment on le fait? On est toujours dans le comment, après le langage, mais non. Quel est le contexte? Quel est le domaine? Or, tout est lié. Si je suis en train de vous dire quelque chose, ce que je vous dis a un impact sur quelque chose. Même dans votre esprit, quelque part différente, qui fait partie de vous, est en train aussi de recevoir et de changer, le cas échéant, son attitude, son être. Donc, il faut avoir un esprit systémique, avoir appris au moins comment cela fonctionne pour comprendre quelles sont les solutions qu'on amène, quel canevas on met en place, quelle matrice, sur quelle matrice nous sommes en train de fonctionner. La matrice en elle-même est systémique. Et que quand on sait que la matrice a des liens, même si on est deux personnes différentes, on a un lien par la matrice, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est influencé? Ça, c'est l'aspect solution. Venir en tant que solutionneur, avec des solutions spécifiques dans l'environnement dans lequel nous sommes, ou face à celui que nous sommes en train d'exprimer, de nous exprimer, n'est-ce pas? Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est que savoir coacher, c'est savoir mobiliser son leadership à un moment donné. C'est-à-dire que si, quand j'accompagne, et que je n'arrive pas à positionner mon autorité, je n'arrive pas à susciter la collaboration, je n'arrive pas à être authentique, je n'arrive pas à mobiliser la force intérieure, ou simplement la confiance, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas d'engagement réel de la part de l'autre. Donc je ne pourrais pas mobiliser quelque part la performance chez l'autre, ni l'atteinte des objectifs. Donc, troisième phase dans le comment, il faut connaître le leadership et le management. On manage quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de manager? Mobiliser le leadership et stimuler l'aspect gestion. Je gère quoi en ce moment-là ici? Je gère quoi quand je suis en train de faire le coaching? Ça, c'est le troisième aspect. Le quatrième aspect dans le coaching, c'est je produis quoi réellement? Je peux avoir fabriqué un stylo, n'est-ce pas? Ou un stylet, peu importe. J'ai fabriqué, j'ai réussi, n'est-ce pas? Mais je l'ai réussi, mais je n'ai pas produit. J'ai réalisé, n'est-ce pas, le sticker. Mais la production vient quand? Quand je l'ai multiplié. Je deviens productif. Quand j'ai multiplié une manière de penser et que les autres pensent de la même manière, je suis productif et que ça se manifeste, je deviens productif. Quand j'ai réussi à mener quelqu'un à réussir, comme j'ai réussi dans un domaine ou un autre, je suis devenu productif, n'est-ce pas? Et ces aspects-là, pour dire, dénotent automatiquement, en fait, pour vous donner un canevas, c'est l'approche de systémage, du coaching systémage. Tout ça, c'est pour dire finalement que c'est une forme d'assemblage, une forme de mécanisme qu'on met en place pour combiner à un certain niveau, à un certain moment, un système qui correspond à l'objectif qu'on veut atteindre. C'est pour ça qu'on parle de systémage. Un système à tout âge, selon les circonstances dans lesquelles vous êtes. On applique le système à un objectif pour l'atteindre. Donc vous aurez autour de vous, pour résumer rapidement, vous saurez quels sont les outils qu'il vous faut, avec quel instrument, vous-même vous êtes quel instrument pour aller vers votre objectif. Parce que si vous ignorez quel instrument vous êtes, ben vous ignorez qui vous utilise. Vous ne saurez même pas dans quel main vous êtes. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, quelqu'un d'autre sera à votre place. Et ça ne sera pas à votre avantage. Donc forcément, le fonctionnement de la productivité devient incontournable pour savoir comment devenir productif si on identifie le langage, le canevas systémique, son propre leadership et le management, qu'est-ce qu'on gère pour devenir productif à la fin. Voilà. Le comment, maintenant, ce comment-là, ces aspects-là, quelque part conceptuels, doivent être mis en pratique selon certaines conditions, un enseignement, un environnement qui permet cela pour que chacun devienne
un bon coach pour savoir comment mettre en place l'approche coaching. Après le reste, c'est un peu quelque part individuel, comme je disais, c'est que si je suis expert dans la fabrication de tôle, je suis coach dans la fabrication de tôle. Je connais le langage, je sais qu'est-ce qu'il y a autour pour fonctionner, je sais comment je mobiliser, comment gérer, qu'est-ce qu'il faut gérer. Le leadership que je vais mettre en place, c'est l'expertise, l'authenticité, n'est-ce pas? La confiance que j'ai dans la maîtrise de la matière, des choses qui concernent cette technique, cette technologie par exemple. Et puis je saurai finalement comment engager l'autre dans la collaboration que je vais mettre en place avec l'autorité que je représente. Voilà comment est-ce qu'on peut, comment quelque part on peut mettre en application le coaching de manière générale. Ok, la particularité du coaching systémage tourne autour principalement du profilage. On parle de profilage principalement parce que c'est un moyen d'identifier la bonne personne pour la bonne place. Des techniques, des stratégies vraiment efficaces pour réussir à positionner la bonne personne pour la bonne stratégie, le bon environnement, etc. Donc, le profilage, cela permet en fait de positionner et d'assembler. Quand on a le bon profil, on identifie la bonne cible et les bons moyens, les meilleurs moyens pour atteindre l'objectif. Quand j'écris dans mon ouvrage, c'est qu'on identifie, si j'ai la possibilité d'avoir 3 possibilités, n'est-ce pas, de chances de réussir, une qui est à 20%, l'autre à 30%, le reste à 50%, je saurais avec du recul aller identifier et choisir la possibilité d'avoir 50% de chances de réussir, par exemple. Ça, c'est une approche justement pour arriver à atteindre ces objectifs au niveau de coaching de systémage. Alors, coaching systémage, en gros, lui-même veut parler de comment mobiliser la confiance. Profilage pour mobiliser la confiance. On parle de mobilage pour, par exemple, le systémage, le profilage du systémage, ou même le coaching du systémage, permet en fait d'aller savoir comment utiliser son leadership. Comment mobiliser sa force mentale. Comment assurer l'atteinte de ses objectifs. Comment, quelque part, utiliser les bonnes compétences pour les circonstances ou la situation, et surtout mettre la compétence au service de son talent et son talent au service de sa compétence. Le coaching permet aussi de travailler en équipe, au final, le coaching du systémage. Il y a aussi tout ce qui est comment apprendre à s'ouvrir à ses forces intérieures, histoire d'identifier quel est le maillon faible qu'il faille renforcer. Et d'autres aspects de coaching, c'est de savoir comment mettre le cap sur la réussite. Et j'appelle le programme Cap sur Mer, n'est-ce pas? C'est pas pour être sûr qu'on atteint l'objectif, et pour ça, il est important de savoir quel instrument on est, si on est un instrument de navigation, ou un instrument de localisation, ou un instrument de mesure, n'est-ce pas, ou un instrument de création, ou de permettre de créer une attitude. Tout ça, c'est des éléments qui font la spécificité de coaching systémage. Il y a l'équilibre qu'on recherche entre l'esprit, le corps, n'est-ce pas, et le mental. Il y a, quand on se retrouve à un moment donné à la croisée des chemins, l'approche systémage, notre approche spécifiquement, en fait, tend à résoudre des problèmes spécifiques. On parle de changement de mentalité. Et dans notre contexte, on a besoin de changer de mentalité. Non pas parce que nous avons une manière mauvaise de penser, mais c'est parce que nos pensées ne sont pas au bon endroit. Donc le changement de mentalité, c'est de dire, mettons-nous au bon endroit. C'est pour ça qu'on parle de profilage, on ne peut pas s'en passer. Des gens qui sont très intelligents, tout le monde est intelligent, mais si j'utilise mon intelligence financière, n'est-ce pas, à aider l'autre à être en bonne santé, ça va être un peu complexe parce que je n'aurai pas le bon langage. Mais je dois aller dans une institution financière pour aider, n'est-ce pas? Et le langage financier, je vais aller vers ceux qui veulent développer des affaires et réaliser des projets, n'est-ce pas? Je vais aller vers ceux qui ne se rendent pas compte que rester 2-3 heures en train de boire des bières ou discuter avec des amis,
c'est que nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent en ce moment-là et que ce temps-là est compté et le temps passe, le temps passant, nous nous mettons en dette naturelle, psychologique, spirituelle. Nous nous mettons en dette parce que nous ne produisons rien. C'est dans ce sens-là qu'on dit changer de mentalité. Donc l'idée ici, c'est en fait de nous assurer que les personnes avec telle ou telle compétence sont à la bonne place. Et que dans un environnement, dans une communauté, Systémage, de manière précise, peut emmener les gens à fonctionner selon leur talent, selon leur fonctionnement, selon leur force, de sorte qu'ils s'imbriquent là où il faut, pour que, comme une machine, n'est-ce pas, quand tu as un véhicule pour faire avancer une voiture, il faut une clé de contact, il faut qu'il y ait une main qui mette la clé dans la serrure, dans la serrure pour démarrer, n'est-ce pas? Ça, c'est une action, une fonction, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait le moteur, n'est-ce pas, ou les bougies qui mettent le contact, n'est-ce pas, pour que le moteur explose, de sorte que ça puisse démarrer. Ça, c'est aussi une fonction. Donc, ce n'est pas la bougie qui va venir démarrer à la main, n'est-ce pas? C'est compliqué, même si la bougie sait comment démarrer à la main, mais elle ne pourra pas le faire réellement, parce qu'elle ne sera pas compétente, n'est-ce pas? Les roues doivent simplement se positionner là-bas, dans les axes, pour tourner, c'est leur rôle. On ne va pas mettre la roue sur le coffre, ou bien le coffre de la voiture, parce que ça ne sera pas sa place. Or, un véhicule doit avancer avec chaque chose à sa place. Donc, ici, l'idée, c'est de fonctionner pour une organisation, peu importe les compétences que tout le monde a. Systémage, avec sa subtilité et sa technicité, va faire une forme de meilleure répartition des ressources dans une communauté, dans une entreprise, et même dans un pays, n'est-ce pas, pour s'assurer que si on veut mettre du temps, on veut mettre des ressources là où il faut. Par exemple, chez nous ici, nous voulons que les gens deviennent millionnaires, mais pour ça, il faut qu'on sélectionne ceux qui ont la nature des millionnaires, qui pensent comme les millionnaires. Mais ça, il faut une forme de profilage, n'est-ce pas, pour permettre d'identifier ceux qui sont plus facilement aptes à saisir le langage des millionnaires, et ensuite, ils seront à même d'aider les autres aussi à le devenir. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la source. Si la source n'est pas à la bonne place, nous allons nous battre pour avoir des millionnaires et ça va être un peu compliqué. Mais c'est toute une machine. Un village ne se construit pas tout seul. Le millionnaire est construit par les autres aussi. C'est grâce aussi aux autres fonctionnements du système en place que les millionnaires apparaissent ou émergent. Donc on a besoin d'un entrepreneur pour que le millionnaire émerge. On a besoin d'un normalisateur, d'un régulateur pour que le millionnaire émerge. On a besoin d'un contrôleur, on a besoin d'un enseignant, n'est-ce pas? Mais il faut avoir ceux qui fonctionnent selon leur nature. Et il suffirait juste de compléter avec une petite compétence, une petite formation, n'est-ce pas? Par rapport au temps, parce que notre structure scolaire ou éducative, surtout de l'éducation, n'a pas permis réellement de former en termes de niveau scolaire ou universitaire des bonnes compétences. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas rattraper le temps, mais on peut gagner du temps en réorientant tous ceux qui sont passés par là avec leur intelligence pour mieux les positionner comme une machine qui va fonctionner. Si cette machine ici commence à fonctionner, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Mais pour ça, il faut le profilage. Et avec chacun ses compétences, on peut mettre quelque chose en place. Ça, c'est la spécificité, une des forces justement du systémage pour facilement garder la structure qui est en place, mais orienter les actions spécifiques pour atteindre les objectifs. Et pour cela, il faut assigner les objectifs selon la nature des personnes, la nature des fonctionnements, la nature des départements. À ces départements-là. Donc chaque structure, chaque orientation, chaque domaine a son objectif spécifique. Je donne un exemple. L'institution financière bancaire a besoin d'avoir, par exemple, un cash flow d'1 milliard, n'est-ce pas? C'est son objectif. Mais le gestionnaire de compte, lui, on dit son objectif c'est d'avoir 10 comptes majeurs, donc 10 comptes clients puissants. Pas forcément le milliard. Donc chacun, selon son objectif, va contribuer à l'objectif qui est commun. Mais il faut savoir assigner le bon objectif au bon département, la bonne fonction à la bonne personne, la bonne responsabilité au bon endroit. Et ça, c'est ce que le systémage apporte de manière moins précise. S'il fallait résumer, c'est pour ça qu'on parle de changement de mentalité, fonctionner selon sa nature, fonctionner selon son intelligence, pas fonctionner selon ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris. Nous sommes intelligents, mais la nature à lui, qui revient au galop à chaque fois, doit être à sa place, n'est-ce pas? Et ensuite, après développer tout le reste, si on veut, mais on sait qu'on fonctionne
naturellement sans qu'on ait un superviseur, parce que c'est notre nature. Sinon, si on a besoin d'un superviseur, c'est des frais supplémentaires, n'est-ce pas? C'est du temps qu'on passe et c'est beaucoup d'argent qu'on dépense inutilement alors qu'on met la bonne personne là. La personne va être tellement autonome qu'il va justement générer beaucoup d'autres ressources pour faire avancer le chimique, comme on dit, la machine, le moteur. Voilà pourquoi ce systémage, au niveau de sa place, se positionne à ce niveau-là pour assembler les bonnes ressources, les bonnes personnes, les bons instruments, n'est-ce pas, et les bons systèmes pour que cela fonctionne rapidement, parce que le temps aussi passe et il faut rapidement rattraper ce temps-là et ce dans quoi nous sommes, n'est-ce pas, pour être sûr que nous sommes en train d'aller vers le bon objectif, la bonne direction, etc. Donc c'est un peu, s'il fallait résumer, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle d'intelligence, on parle de changement de mentalité, chaque chose à sa place, avoir un environnement où le pouvoir d'achat est donné à tout le monde, parce que le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est que quand j'arrive à un endroit et que cet endroit-là correspond à mes attentes, j'ai déjà un pouvoir d'achat ou d'action, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que même Idriss Aberkane, qui est un des pionniers, n'est-ce pas, de l'intelligence humaine, et puis surtout de la neuroergonomie, hein, quand tout ce qui est cerveau, il est docteur en fonctionnement du cerveau, de l'intelligence, en tout cas, dit finalement que il faut utiliser l'économie de la connaissance, parce que si on ne fonctionne pas selon son intelligence, ben, nous allons détruire, n'est-ce pas? Or, cette économie de l'intelligence doit être mise en place pour qu'on fonctionne selon ce qu'on aime, ce dans quoi on est à sa place ou bien heureux. Quand on aime, c'est un peu comme il disait, hein, il disait un peu la connaissance, les facteurs de la connaissance, c'est qui est quelqu'un qui attire l'attention et donne du temps. C'est un peu l'économie de l'amour. On dit comment tu sais si quelqu'un t'aime? Si il te donne son attention et il met son temps pour toi. Là, tu sauras que la personne tient à toi. Mais si la personne n'a ni le temps pour toi, ni l'attention sur ce qui t'intéresse, la personne ne t'aime pas. Donc, pour que tu apprennes, pour que la personne apprenne de toi, il faut qu'il y ait cette attention et ce temps qu'il va te donner. Là, ça va démontrer que la personne t'aime. De la même manière, là où je mettrai mon intelligence, mon attention, mon temps, c'est ça que je dois trouver. Parce que c'est là où je serai productif. Et c'est là où je serai aussi heureux. Et je ne pourrai pas détruire dans ce cas-là. Je ne serai pas en train d'utiliser les compétences de l'autre. Je ne serai pas en train de voler l'idée de quelqu'un d'autre. Je serai dans mon domaine. Et tout ce que j'aurai avec le groupe que nous allons constituer, qui fonctionne à peu près de la même manière, nous allons trouver les bonnes ressources. Nous allons trouver le bon endroit pour fonctionner selon cette mentalité. Et voilà, nous serons productifs à perpétuer, comme on dit de manière infinie, parce que la connaissance est infinie. Il dit ça derrière aussi, disait, une intelligence c'est bien, deuxième intelligence c'est bien, mais les deux intelligences ensemble c'est mieux. Donc l'idée ici c'est qu'il fallait absolument, parce que c'est un modèle pour moi, avec Idriss Aberkane, c'est pour ça que je répète son nom, c'est que il a compris, en tant que docteur, en tant que chercheur, c'est que la réussite ne se passe seule. Mais nous avons malheureusement eu de mauvaises habitudes. On nous a appris à fonctionner individuellement. Les examens, les notes, cache mon truc, je vais réussir moi. Et puis finalement, on commence à réussir en trichant. Or, si on apprenait tous ensemble à réussir ensemble, on veut s'assurer que tout le monde réussisse là où nous sommes, je pense que nous apprendrons beaucoup mieux l'essentiel de la réussite dans la vie, parce qu'on ne laissera personne derrière. Évidemment, nous sommes tous en train d'avancer et d'évoluer, donc ce sera toute une communauté qui va évoluer et grandir. Ce sera tout un pays qui va réussir à mettre en place les systèmes de fonctionnement qui donnent en fait, comment on dit, du bonheur à tout le monde. Et ce ne sera pas les structures, l'industrie, ce ne sera pas l'éducation qui est un peu mal barrée ici qui va influencer notre cerveau. C'est notre cerveau à nous qui est plus grand que les écoles, les institutions qu'on a, qui vont influencer la ville, le pays. Alors utilisons nos cerveaux, utilisons notre intelligence et faisons de l'économie de la connaissance dans notre pays pour nous assurer la réussite.